Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Pour recevoir chaque vendredi matin ce podcast, abonnez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore Amazon Music, un podcast propulsé et hébergé par notre partenaire Audion. À suivre dans un instant, justement, un zoom sur l'audio digital qui perce le plafond avec une explosion des investissements publicitaires. Nicolas Thorin, Managing Director France de l'AdTech Audion, sera notre invité dans un instant. Avant de démarrer, je voulais vous parler de The Future Video Paris qui aura lieu le 9 avril prochain au Pathé Palace, près de l'Opéra à Paris. Une journée entière dédiée au streaming, à la publicité vidéo ou encore à la création. On accueille une grande table ronde dédiée à la mesure cross-média qui sera proposée avec pas mal d'acteurs autour de la table, mais également à suivre un entretien exclusif avec Rodolphe Belmer, le PDG du groupe TF1, un programme riche et inspirant qui sera dévoilé prochainement en intégralité. Alors réservez dès maintenant votre 9 avril de 9h à 16h30. Plus d'infos sur notre site adwantedevents.fr. On commence avec le classement des annonceurs 2024 dévoilé par Kantar Media. Leclerc conserve sa couronne avec 641 millions d'investissements en publicité. Ce sont des chiffres bruts. C'est en hausse de 2,2% par rapport à 2022. Lidl recule légèrement de moins 2,2%, mais reste sur le podium. La surprise vient de Procter & Gamble qui grimpe de 3 places avec une progression spectaculaire de plus de 31%, boostée par les Jeux Olympiques de Paris. Intermarché est en baisse et se fait dépasser par Carrefour qui clôture le top 5 avec une hausse de 1,3%. La grande distribution domine toujours, mais les investissements évoluent. Retrouvez le classement complet cette semaine dans le magazine Stratégie. Publicis continue son expansion aux États-Unis. D'après les Échos, le groupe a annoncé l'acquisition de Lotam, un acteur clé des solutions d'identification et de data. Ce rachat stratégique vise à renforcer la position du groupe français sur le marché américain et à enrichir ses capacités en matière de ciblage publicitaire. Publicis possède notamment la pépite Epsilon. Excellente dynamique également pour le groupe français JCDecaux, numéro 1 de l'affichage, qui s'envole en bourse après la publication de solides résultats en 2024. Toujours selon les Échos, le spécialiste de l'affichage a vu son chiffre d'affaires progresser de 14% l'année dernière à près de 4 milliards d'euros. Le DOOH, la publicité digitale extérieure, représente désormais plus de 36% du chiffre d'affaires total, une tendance qui confirme l'essor du programmatique dans ce média. Dans le secteur des agences, Havas affiche, lui, des résultats en forte progression. Selon Zone Bourse, le groupe a enregistré un revenu de 2,7 milliards d'euros en 2024, en hausse de 1,5%, avec un EBITDA ajusté à 338 millions, une performance qui témoigne de la solidité du groupe français sur un marché publicitaire en mutation. On rappelle qu'Havas a été introduit en bourse par son propriétaire, le groupe Vivendi, l'an passé. Du côté des médias, Cyril Hanouna continue de faire parler de lui. 20 minutes rapporte que malgré la fermeture de la chaîne C8, son émission Touche pas à mon poste continue de rassembler un large public en streaming, notamment sur YouTube, Dailymotion, mais également sur les Box TV. Une transition numérique réussie qui lui permet de maintenir des audiences quasi comparables à la télévision traditionnelle. On imagine que ce fait devrait bousculer un peu les codes dans les mois à venir, notamment en montrant d'une certaine façon que les audiences ne sont pas aussi dépendantes d'une fréquence TNT. La CPM entre en période de transition après la démission de son président Gauthier Piquet. The Media Leader a révélé cette semaine que le président de Publicis Media France avait démissionné après 9 ans de mandat à la tête de l'organisme de certification des médias. Maud Lévrier, la directrice déléguée d'Ouest France, assure l'intérim en attendant l'Assemblée générale du 24 avril. Ce départ relance le débat sur la gouvernance de la CPM, notamment sur l'idée d'une présidence tournante entre agences médias, annonceurs ou encore éditeurs. Toujours selon The Media Leader, la piste d'un éditeur serait, semble-t-il, la plus recherchée par les membres du conseil d'administration.
Après 4 ans d'absence, Grazia fait son grand retour en papier. Sous la direction de Céline Perruche, le magazine édité par Reworld Media sera publié 2 fois par an avec l'ambition d'offrir un contrat de lecture plus engageant. Élodie Breteau-Fontaine, qui est directrice générale de la régie publicitaire Reworld Media Connect, revient sur ce lancement. Elle est interrogée par Vincent Taubel. On est propriétaire de la marque au niveau international. En fait, c'était important aussi pour nous de pouvoir redonner un flagship de Grazia en version papier en France. Il apporte vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe. On retrouve l'ADN historique de Grazia, de la mode et de la beauté. On retrouve aussi des rubriques qui existaient auparavant, comme le Love Love Love. On a aussi tout un côté actu qui était tout ce qu'avait apporté de nouveau Grazia à son lancement, avec une temporalité qui n'a rien à voir, parce qu'on est sur un format donc 2 fois par an. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de flagship et finalement de moments qui vont lancer un peu les saisons et de pouvoir offrir un objet, soit une marque d'ores et déjà connue des audiences. Donc on va dire qu'on va avoir les audiences historiques qui ont connu Grazia, qui étaient un peu d'ailleurs dans la nostalgie et de ne plus avoir Grazia en version papier en France. Et puis potentiellement, grâce à tout ce qu'on a développé sur le digital et particulièrement sur le social, aller aussi chercher potentiellement des audiences plus jeunes qui ont aussi finalement une appétence pour le papier. L'audio digital poursuit sa croissance avec 125 millions d'euros de revenus publicitaires en 2025 en France. Ce sont les chiffres du dernier observatoire de l'IPUB du SRI, un format qui s'intègre de plus en plus dans le mix média des annonceurs, malgré certains freins persistants. La tech française Audion, l'une des principales régies audio digitales de l'Hexagone, continue de conquérir ce marché. Écoutez justement Nicolas Thorin, Managing Director France. Il est l'invité de la semaine. Certaines marques, certaines personnes d'agences médias qui se sont dit « mais attends, mais si je l'écoute, c'est qu'il y a un usage ». Et donc derrière, on va le tester quand même. On va essayer de voir si je peux pas y coller ma marque, voir ce que ça peut donner. Et donc, c'est en ça où, on voit par rapport aux derniers chiffres du SRI, ça a dû faire x4 en investissement entre les années 2000 et maintenant où on est quasiment à plus de 125 millions d'euros d'investissement. Donc, on est passé de quelque chose d'assez marginal, 1% des investissements du display, à quasiment 10% du display global du digital. Et donc, c'est en ça où je pense que ce média ou ce format, parce qu'il y a aussi un débat, est-ce que c'est un média, est-ce que c'est un format ? C'est un format du digital et c'est aussi un média dans la façon de consommer l'audio digital qui fait que ça commence à prendre une part beaucoup plus importante. Et derrière, on a mis en place des études, des chiffres qui ont rassuré dans les investissements, qui fait que y a de plus en plus de marques qui s'y intéressent. En quoi aujourd'hui l'audio digital peut être un média, ce qu'on appelle full funnel, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller chercher pas seulement de la notoriété, mais également du ROI. Le premier, il est full funnel avec ce côté branding et massif, parce que nous, par exemple, chez Audion, on a un network qui fait plus de 45 millions de visiteurs uniques par mois, qui fait que on a une capacité à capter une audience massive et très large rapidement. Mais derrière, on vient vers nous aussi sur des KPIs de plus en plus sur du local ou du multilocal, et donc de mesures de drive to store, par exemple, qui fait que il nous faut une audience massive et à côté de cela, des KPIs de mesure pour montrer qu'il y a un vrai incrément et que quand des enseignes en local investissent, ou une ancienne multilocale dit à son local, on va faire des campagnes audio digitales pour vous faire venir des gens en magasin, cela fonctionne. Pendant longtemps, on a trouvé que c'était un média sur lequel on avait de la difficulté à cibler, à avoir vraiment la réalité des audiences, puisque derrière, il y avait des confusions entre les téléchargements, entre le streaming, etc. Aujourd'hui, comment ce média a rangé sa chambre d'une certaine façon et comment il arrive à proposer des innovations ? Alors, si je fais quelques similitudes par rapport à ce que j'ai connu quelques années auparavant sur la vidéo, où on nous disait « Ah oui, alors moi, je veux faire de la vidéo, par exemple, quand j'étais chez M6, je veux en faire sur mobile et desktop, mais je veux pas en faire en IPTV, ça s'appelait à l'époque. » Et puis, à un moment donné, c'est de dire « Mais non, mais... Donc, c'est pour faire la similitude avec l'audio digital, c'est de dire est-ce que c'est streamer, télécharger, podcast, musique ?» À un moment donné, il y a une consommation globale de l'audio digital et donc c'était te faire passer ce message-là. Peu importe le type de contenu. Après, ils n'ont pas tous la même valeur, c'est pas tous vendu de la même façon ou au même CPM, mais ça fait partie d'un spectre global autour de l'audio digital. Et après, c'est de voir en quoi
c'est à la fois complémentaire de ce qui peut se faire en radio, mais à la fois aussi complémentaire de ce qui peut se faire en audio digital, avec une double approche possible. Ça peut être aussi des marques qui ne font que des campagnes radio au départ et qui veulent faire un prolongement audio digital de ça, ou des marques qui ne font pas de campagne radio et qui se disent moi, j'arrive plus à émerger dans le flux du display, cette pré-roll vidéo. Comment je peux essayer, en complément de ce que je fais par ailleurs, d'émerger en plus sur l'audio digital. Donc ça, il y a des actions aussi qui sont menées pour voir quel est l'impact de l'audio digital au sein d'un plan média digital au global. Il y a des premiers chiffres là qui sont en cours. Il y a une étude en cours avec l'Alliance Digitale. Je peux pas les communiquer pour l'instant, mais ils sont bons. Et le but, c'est d'avoir 4 ou 5, on va dire, campagnes qui ont été mesurées pour pouvoir commencer à sortir des premiers chiffres autour de ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode de 100% Media Week. Merci de nous suivre chaque semaine. Rendez-vous vendredi prochain avec une mise en ligne dès 6h sur toutes les plateformes de podcast et à partir de 7h sur le site de The Media Leader. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute.